que nous pouvons avoir sur nos économies, n'est-ce pas, ça c'est plus sur le plan de la politique monétaire, n'est-ce pas, ça nous permet de pouvoir avoir une politique monétaire qui nous sied, qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions, hein, parce que là, on peut, n'est-ce pas, trouver des moyens d'investir dans nos économies, on peut trouver des moyens de financer nos économies à la hauteur des besoins que nous avons, parce que nos populations croissent à un rythme infernal, et donc les besoins doivent, n'est-ce pas, il doit y avoir des infrastructures qui doivent être mises en place pour satisfaire ces demandes. Pourquoi on a des problèmes d'eau, d'électricité dans nos États? Plusieurs pays africains ont des problèmes d'eau, d'électricité. Parce qu'on n'a pas investi, n'est-ce pas, suffisamment dans ces infrastructures-là pour tenir compte, n'est-ce pas, du taux de natalité dans nos États. Et donc, on se retrouve à un moment donné avec une population très élevée et les ressources qui n'ont pas beaucoup évolué, ce qui font qu'effectivement, l'utilisation de ces ressources-là se trouve très vite dépassée. Et donc, le besoin, n'est-ce pas, se fait sentir, n'est-ce pas, et donc, ce qui fait qu'effectivement, créer de la valeur, ils vont donc transformer nos matières premières sur place en produits finis et les vendre sur les marchés internationaux. Ils ne veulent pas cette compétition, de cette concurrence. Les entreprises américaines, les entreprises européennes ne veulent pas de cette compétition. Ils veulent simplement que l'Afrique soit un espace de dumping où on vient déverser, n'est-ce pas, toutes sortes de produits finis qui ont été, n'est-ce pas, fabriqués en Europe et dont les matières premières, pour la plupart, viennent d'Afrique. Donc c'est c'est ce modèle-là qui les intéresse. Ce modèle où on est en train d'aller, le nouveau modèle des BRICS avec la multipolarité, n'est-ce pas, chacun achète où il veut, mais ça ne les arrange pas. Si tout ce qu'on fait là ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas parce qu'ils nous voient comme des concurrents immédiatement et ils menacent pour leurs économies, pour leurs intérêts. Voilà le mot, menace pour les intérêts. Et ceci vaut pour les Européens comme pour les Américains. Menace pour les intérêts. Et ceci vaut pour les Européens comme pour les Américains. Dès qu'il y a menace pour les intérêts, c'est la guerre. Ils ne connaissent que le langage de la guerre. Alors, ils vont essayer des renversements, des coups d'État, etc. Mais après, ils vont passer à l'action. Comme d'habitude, ils vont trouver des raisons pour créer une guerre et détruire des populations comme Israël fait aujourd'hui dans Gaza. Israël fait également aujourd'hui avec le Liban. Et il s'attaque également, n'est-ce pas, à l'Iran. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est parce qu'ils cherchent à dominer les peuples, à contrôler tout. Et l'Ukraine, on sait que l'Ukraine, n'est-ce pas, c'est un pays que les États-Unis utilisent pour pouvoir atteindre directement la Russie. Donc, lorsque ça les arrange, ils financent autant qu'ils veulent, n'est-ce pas, ce genre de guerre qui ne servent à rien, juste parce que sur le plan géopolitique, ça leur permettrait de pouvoir avoir, n'est-ce pas, une proximité avec un pays, pour eux qui est un pays ennemi, n'est-ce pas, la Russie. Mais la Russie leur a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont dans une situation difficile aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Et donc, ça nous libère, donc, nous, les pays du Sud, de pouvoir transacter entre nous avec nos monnaies éventuellement. Et ça permettra donc que nous puissions sortir de leur joug de façon effective. Mais pour cela, il faut encore des leaders. Parce que le tout n'est pas d'avoir une structure en place qui nous permette, comme les BRICS, de pouvoir nous sortir de l'ornière. Il faut également qu'il y ait des leaders qui soient capables de pouvoir avoir cette vision et mettre cette vision en pratique pour nous libérer complètement, n'est-ce pas, de l'influence de ces gens et avoir donc la même mise sur nos économies et sur notre avenir. Parce que tant que nous dépendons de ces gens, on ne pourra rien faire. Ça, ce qui est vrai, c'est ça. C'est que tant qu'on dépend du FMI, de la Banque mondiale, des Américains, de l'aide occidentale, etc. Tout ça, ce sont des terminologies qui sont dangereuses. Il y a des technologies qui sont dangereuses pour nos pays et qui nous mettent toujours dans une situation de vassalité et nous empêchent d'évoluer sur le plan humain, sur le plan sociétal, sur le plan, n'est-ce pas, du développement, n'est-ce pas, général de notre continent. Et donc, moi, je pense que un élément sur lequel l'Afrique doit se focaliser également, c'est sur le plan militaire. Parce que qui nous a dit que nous sommes interdits d'avoir une arme atomique? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les pays qui parlent, les puissances qui sont respectées sont les puissances qui ont des armes atomiques aujourd'hui. Alors, un pays tout un continent, 54 pays qui
dans lequel aucun pays n'a l'arme atomique, qui va traiter avec la France qui a l'arme atomique, vous n'avez rien à dire. Quand les grands se retrouvent entre eux, ils parlent, on ne vous écoute même pas. Vous n'avez rien qui peut leur faire peur, qui peut les dissuader de prendre des actions qui sont, n'est-ce pas, contraires à vos voeux. Vous n'avez aucun levier sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan financier, rien du tout pour faire fléchir ces gens. Alors, donc, les BRICS, à mon avis, nous donnent l'opportunité de retrouver un groupe qui nous ouvre, qui nous donne les ouvertures, qui nous permet de pouvoir transacter comme on veut, avec qui on veut, et donc d'acquérir toutes sortes de, n'est-ce pas, d'armes, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre, sur le plan stratégique, n'est-ce pas, d'avoir du respect et de pouvoir parler, n'est-ce pas, d'égal à égal avec d'autres pays, avec d'autres puissances dans le monde. Parce que c'est ça qu'on observe aujourd'hui. C'est pas des pays comme la Corée du Nord, mais tout le monde la respecte aujourd'hui. N'est-ce pas? Tous ces pays qui ont l'arme atomique, on les respecte. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on sait qu'effectivement, ils ont ce que nous, les autres ont. Et donc, c'est la destruction mutuelle qui est assurée si éventuellement on arrive à faire de la guerre. Alors, tout un continent qui est dans cette situation, je pense que c'est inacceptable. Il faut que les Africains se réveillent et se disent que non, il faut rétorquer, il faut qu'on se mette en position de pouvoir protéger nos pays pour ainsi donc avoir les leviers nécessaires pour les faire reculer par rapport à tout ce qui nous intéresse, notamment la culture, notre culture, nos économies, n'est-ce pas, par rapport à nos finances, par rapport à tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous concerne. C'est ça. Tant qu'on n'a pas ces leviers, ils auront toujours l'impression que nous ne valons rien. On ne nous écoute pas, on n'a pas de voix qui porte sur le plan international. Et donc, il est temps de remédier à cela. Et je pense que les pays de l'AES nous montrent déjà la voie. On commence à comprendre de plus en plus un pays qui n'a pas une armée forte ne peut pas véritablement aller loin en termes de développement parce que le développement est tributaire de la capacité à pouvoir protéger les investissements qu'on a faits. Vous ne pouvez pas construire des routes, construire des ponts, construire je ne sais pas quoi, et puis un matin, les terroristes arrivent, les terroristes sont financés par les Européens, n'est-ce pas, et déstabilisent et détruisent tout cela en un clin d'œil, soit avec un drone, soit avec, je ne sais pas quoi, un missile, soit avec... Non, il faut que vous soyez en capacité militaire de pouvoir protéger votre pays, n'est-ce pas, vos pays complètement, de façon à ce que qui tente de venir vous provoquer, c'est que la riposte sera foudroyante et va se raviser. Voilà. Alors, vous soulignez justement, vous avez fait un diagnostic au départ, professeur Achileke, et vous présentez en fait les projets des BRICS, alors BRICS par exemple, les monnaies digitales du BRICS et les autres projets en cours d'implémentation venant justement des BRICS comme une véritable solution pour le continent africain, mais on parlait de souveraineté monétaire, on parlait finalement d'une identité monétaire propre à l'Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir plutôt en ces solutions proposées par les BRICS, plutôt un tremplin pour le continent africain de s'affirmer véritablement que de se limiter à ces projets ? Oui, non, je pense que c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour nous de nous libérer du joug, n'est-ce pas, les Occidentaux. Vous savez, quand le terrorisme a commencé au Nigeria, les Boko Haram et tout ça, ces pays-là ont voulu acheter des armes pour lutter contre ces terroristes, mais les Occidentaux leur ont dit non, et la raison c'était droit de l'homme. Alors, les gens vous assassinent par centaines, par dizaines, tous les jours. Vous achetez des armes pour pouvoir lutter contre eux, on vous dit les droits de l'homme. C'est que l'histoire, ça. Ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, ça veut dire qu'effectivement, ces groupes-là, ces groupes armés sont financés, n'est-ce pas, par derrière, par ces Occidentaux. Et donc, comme ils savent que ça va vous déstabiliser, et donc vous fragiliser, et donc vous obliger à venir vers eux pour, n'est-ce pas, soit faire des demandes, soit demander, n'est-ce pas, leur soutien. Et là, ils vont vous tenir sur ce plan-là, et donc vous faire n'importe quoi. Alors, lorsque les BRICS arrivent et créent dans un monde alternatif où il y a la multipolarité, où
vous pouvez transacter en vos monnaies locales. Vous n'avez plus besoin d'avoir du dollar pour acheter du pétrole, pour acheter de l'uranium, pour acheter, je ne sais pas moi quoi, n'importe quel produit dans le monde. Vous pouvez utiliser votre monnaie locale, n'est-ce pas, et donc transacter de façon effective avec n'importe quel pays dans le monde. Mais ça, c'est terriblement frustrant pour eux. On connaît tous la loi d'extraterritorialité américaine qui dit qu'effectivement, lorsque vous utilisez le dollar quelque part dans le monde pour faire des transactions, eh bien, l'oncle Sam a un droit de regard sur ces transactions-là. C'est-à-dire, le Trésor américain, l'État américain a un droit de regard sur ces transactions. Ce qui fait que si vous faites une transaction avec une entreprise ou un pays qui est sous sanction américaine, eh bien, vous allez, n'est-ce pas, avoir à payer des dommages et intérêts sérieux. Et ils l'ont appliqué même aux Français, n'est-ce pas, à leurs partenaires directs. N'est-ce pas, on connaît les banques comme BNP, etc., Société Générale, qui ont payé des montants colossaux pour avoir fait des transactions avec, n'est-ce pas, des entreprises iraniennes, par exemple, n'est-ce pas, qui étaient sous sanction. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui mettent sur pied pour vous embrigader. Alors, lorsqu'un nouveau monde se crée comme l'opportunité des BRICS et vous ouvre, n'est-ce pas, et vous affranchissent, n'est-ce pas, et vous affranchissent de tout ce carcan, n'est-ce pas, dans lequel on vous a mis, eh bien, c'est une opportunité. Maintenant, il faut saisir l'opportunité là de façon utile. C'est là le problème. C'est-à-dire, si l'opportunité est créée et que vous ne saisissez pas, elle ne servira à rien pour vous. On va en parler, on va faire des débats sur la télévision, sur les chaînes de radio pendant 1000 ans. Mais sur le plan pratique, on n'aura pas tenu compte de ces opportunités et on sera toujours en reste. C'est ça le problème. Donc, il faut des dirigeants qui ont d'abord confiance en leur peuple, qui ont le soutien de leur peuple, mais qui travaillent pour leur peuple. Parce que lorsque vous travaillez pour votre peuple, les intérêts étrangers sont secondaires, mais alors même très loin. Ça ne vous passe même pas par les oreilles. Vous voyez, c'est vos intérêts qui comptent, et à partir de là, vous mettez des stratégies en place pour vous protéger, d'abord, ensuite pour vous développer, et c'est des stratégies de long terme, parce que si vous avez des gens qui font le travail des Occidentaux, bon, on vous dit démocratie, élection, tout le monde va vers les élections, on fait les élections, mais aux élections, les élections sont truquées, les élections, on choisit déjà, n'est-ce pas, on sait déjà, les Occidentaux choisissent les leaders, ils disent que bon, après tel président, après ces 3 mandats, allez, ces 2 mandats, c'est telle personne qui sera élue. Et tout de suite, on vous adoube, et puis les médias font leur travail, ils commencent à taper le tambour tous les jours, et à la fin, n'est-ce pas, le peuple vous soutient, si les résultats sont encore acceptables. Mais on vous soutient, vous êtes président, mais vous êtes placé là parce que vous faites, n'est-ce pas, les affaires des Occidentaux. Et donc, à la fin, on est dans une démocratie qui ne sort pas le peuple de la misère, mais simplement continue à l'enfoncer. Donc, le mot démocratie n'a pas de sens pour nous. Ce ne sont pas des valeurs, n'est-ce pas, que nous portons, mais nous comprenons effectivement que les droits de l'homme, n'est-ce pas, l'accession à la magistrature suprême, ce sont des valeurs qui doivent être incarnées, n'est-ce pas, par rapport à notre culture et non pas par rapport n'est-ce pas, aux desiderata des institutions européennes, des institutions de Bretton Woods qui vous imposent des leaders qui font leurs affaires parce qu'ils ont été formés dans les universités américaines ou européennes et formatés, n'est-ce pas, à faire un certain nombre de travail, n'est-ce pas, qui va bénéficier l'Occident. Et c'est ça le problème. Donc, je pense que les BRICS donnent une opportunité, mais nous devons la saisir parce que si on ne la saisit pas, on sera toujours des derniers de la classe et il n'y a personne qui viendra développer l'Afrique en dehors des Africains eux-mêmes. Voilà. Alors, une opportunité à saisir avec les BRICS, vous l'avez souligné, mais aussi vous avez relevé un point, il est important, hein, c'est un impératif pour les États africains en suivant donc cette voie des BRICS, de mieux préparer ou alors de mieux façonner des outils nécessaires pour une véritable souveraineté monétaire. Alors dans ce sens, on se souvient bien des travaux du professeur Nicolas Arbou qui parlait donc du MUA, du monnaie unique africaine. Finalement, il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu des recommandations, mais que faire en fin de compte? Quel travail de fond faut-il faire pour sortir des beaux discours, permettez cette expression-là, et véritablement se dire on est affranchi? Oui, la volonté politique. Voilà la réponse. La volonté politique, on a vu à l'AES. L'AES nous démontre cela tous les jours.
Lorsqu'il y a volonté politique, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous comprenez? Il n'y a pas à réfléchir, n'est-ce pas, 1000 fois. Il faut des leaders qui sont pour leur peuple, qui travaillent pour leur peuple exclusivement et non pour les intérêts étrangers. Il y a des leaders dans l'AES qui s'en foutent de Paris, qui n'ont pas d'intérêt à aller se promener sur les Champs-Élysées, qui ne veulent pas aller, n'est-ce pas, à l'Élysée rencontrer Macron, qui ne veulent pas aller, je ne sais pas où, à Francfort, ou je ne sais pas où, à Washington, pour être dans les palais, dans des galas, des soirées, etc. Ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour faire le travail de leur peuple, mettre les bases du développement de leur peuple pour sortir le peuple de l'ornière d'ici quelques années. C'est ça. Et ces gens-là, ils comprennent ça. Ils comprennent cela. C'est pour ça qu'ils utilisent les terroristes pour continuer à les emmerder. Vous voyez, il faut la volonté politique, Madame Kapeni. C'est la seule solution parce qu'on peut vous donner tout. On peut vous donner tout ce qu'il faut pour vous développer, mais si vous ne voulez pas vous développer, vous allez rester pauvre, quel que soit ce qu'on fera pour vous. Il faut déjà une volonté de le faire. Et lorsque vous avez la volonté de le faire, tout change. Lorsque vous avez la volonté de le faire et que vous êtes prêt à mourir pour votre pays, tout change. Parce que là, vous voyez les choses différemment. Vous avez des partenaires, vous avez des solutions, n'est-ce pas, qui existent. Parce qu'on est habitué, bon, écoutez, on a voulu acheter un hélicoptère, mais les Français ont dit non. Bon, ben, comment on fait, comment on peut parler ailleurs? Parce que si on va ailleurs, ils vont nous bombarder. Voilà la mentalité des gens qui sont corrompus. Ils n'ont aucune idée de comment faire pour chercher à contourner ce que les Français ont dit, ce que les Américains ont dit. Non, quand on regarde le pays de l'AES, les Français l'ont dit la même chose. Les gars sont partis ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés en Turquie. Ils sont allés en Chine. Ils sont allés en Russie. Ils ont acheté tout ce qu'ils veulent. Et ils défendent bien leur peuple aujourd'hui. Et aussi bien que les Occidentaux ont peur de ces armées-là aujourd'hui. Voilà. Lorsque vous travaillez pour votre peuple, vous trouvez toutes les solutions à vos problèmes. Mais lorsque vous êtes des corrompus, il n'y a pas de solution. Il y a toujours quelqu'un qui vous empêche de trouver des solutions. C'est la même chose que les paresseux en général. Les paresseux sont des gens qui n'ont jamais de solution à des problèmes, à des petites difficultés. Ils accusent toujours, n'est-ce pas, les autres d'être la cause de leurs problèmes. Alors que les gens qui sont travailleurs trouvent toujours des solutions. Lorsqu'il y a un obstacle qui se présente devant eux, ils trouvent que c'est une opportunité pour eux, n'est-ce pas, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, de montrer le génie, et ils résolvent les problèmes. C'est comme ça que le monde avance. C'est comme ça. On n'avance pas en se laissant aller par rapport à un obstacle qui se présente devant vous, par rapport à vos projets, par rapport à vos plans. Non, s'il y a un plan de vie, une stratégie dans une entreprise qui a été mise sur pied pour faire croître l'entreprise, ou bien pour faire croître le pays, eh bien, qu'il y a des gens qui se mettent sur votre voie, trouvez les moyens pour les contourner. C'est tout. Donc, s'il faut faire des partenariats, un espace stratégique, comme avec les Russes, avec les Chinois, avec je ne sais pas quoi, n'importe quel pays, pour vous sortir de cette situation comme les pays de l'AES ont fait. Ils ont noué des alliances stratégiques avec la Russie. Bien que les Européens qui ne voient pas cette alliance, n'est-ce pas, d'un bon oeil, disent qu'on laisse un maître pour aller vers un autre maître. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Les gens, sur le plan stratégique, on s'allie avec des gens qui vont nous aider à nous sortir d'une situation. Alors, ensuite, on leur a dit clairement, ils ne vont pas être nos seconds maîtres. On ne cherche pas de maître, on n'a plus besoin de maître. Nous sommes capables de gérer nos pays, de développer nos pays sans avoir besoin de qui que ce soit. Simplement parce que financièrement, nous sommes limités, parce que militairement, nous sommes limités, nous pouvons contracter des alliances stratégiques pour nous permettre de pouvoir nous tirer d'affaire, n'est-ce pas, de façon ponctuelle. Et après, on va trouver nous-mêmes notre voie et continuer notre route, tout simplement. Donc, la solution, madame, pour répondre à votre question, c'est la volonté politique. Tant qu'il y a volonté politique, n'est-ce pas, on peut trouver des solutions à tout problème. Merci, professeur Achileke. Monsieur Dimi Dalédo, volonté politique, condition sine qua non pour une souveraineté monétaire des États africains? Tout à fait, volonté. Vous pouvez avoir la meilleure armée du monde, si vous n'avez aucune volonté, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, la question qui se pose par rapport à la souveraineté monétaire, c'est qu'effectivement, de toute façon, il y a deux choix. Première orientation, c'est soit une monnaie unique africaine, la MUA, parce que la question doit se poser, est-ce que c'est une monnaie africaine qui travaillerait en coordination avec la future monnaie des BRICS, et qui est donc les deux monnaies parallèles et qui travailleraient ensemble d'une manière harmonieuse,
sachant qu'il y aurait dans ce premier schéma, il y aurait toujours des risques, notamment le risque que les puissances de l'Ouest sèment la zizanie et essaient de semer les divisions, créer la division tous azimuts entre les deux monnaies, en organisant ça peut passer par des coups d'État, une continuité des coups d'État, des guerres plutôt localisées, etc., etc. Soit une monnaie africaine qui serait totalement intégrée dans la monnaie des BRICS. Une monnaie des BRICS qui fonctionnerait aussi pour les pays africains. De toute façon, ce sont deux solutions. Mais dans tous les cas, le franc CFA de type néo-nazi devra s'en aller pour laisser la place à à la souveraineté monétaire. Ensuite, la volonté politique, elle a toujours des conséquences. Ça, il faut pas se leurrer. C'est une réalité. Et comme le disait mon prédécesseur, effectivement, quand on se bat pas contre n'importe qui. Moi, je suis militant anti-impérialiste depuis 22 ans maintenant. Vous savez, en 22 ans de militantisme en France, j'en ai entendu des histoires, hein. Des histoires de violence, des camarades qui ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils se battaient contre l'impérialisme à l'intérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a vu ce qui s'était passé avec Patrice Lumumba, avec Thomas Sankara, et il n'hésite pas. Hein. Chaos, destruction, meurtre, et il n'hésite pas. Donc, mais à un moment, oui, volonté politique, c'est nécessaire, il y aura des conséquences. Et les conséquences, c'est que il y aura des bastons. Ça va se battre. Mais en même temps, la violence. La plupart des pays africains subissent déjà la violence. Et ils ont subi les pires violences. Je pense notamment, par exemple, le génocide des Bamileke au Cameroun ou autre. Donc, de toute façon, je vois pas comment une volonté politique qui serait corrélative d'une légitime défense. C'est de la légitime défense, hein, c'est de la légitime défense face à une violence organisée, une violence impérialiste organisée. Et c'est là, oui, effectivement, la force motrice. Et il y a encore, je pense qu'il y a des bons dirigeants, des bons leaders, que ce soit pas des bons leaders panafricains. Il y a des opportunistes, ça existe partout. Malheureusement, il faut écarter les opportunistes, c'est-à-dire les leaders qui militent uniquement pour leur intérêt individuel. Il faut faire confiance à ceux qui militent pour l'intérêt collectif et l'intérêt général et qui veulent véritablement développer la lutte panafricaniste. C'est vrai que c'est difficile des fois de déceler les opportunistes des vrais leaders de conviction. Mais une fois qu'on a des leaders de conviction, il faut leur donner toute la portée, la force nécessaire. Vous voyez, si on retombe, si demain réémergeait un Ernesto Che Guevara, un Patrice Lumumba, un Thomas Sankara, il faut que la population soit derrière lui. Parce que Thomas Sankara, tout seul, il n'aurait pas fait grand-chose. Lumumba, tout seul, il n'aurait pas fait grand-chose non plus. Un Ernesto Che Guevara, sans le mouvement du 26 juillet, il n'aurait pas fait grand-chose non plus. Ils auraient été des bons militants, mais seulement des bons militants. Et lorsqu'on tient ces leaders panafricains, il faut les aider. Et il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. Avec vous, Monsieur Dimi Dalé, de vous parler de conséquences fâcheuses pour présenter même cette volonté politique, mais selon vous, l'expression de cette volonté politique ne va-t-elle pas entraîner plutôt une faiblesse militaire et tout simplement, est-ce que souveraineté, le deuxième volet même de ma question, est-ce que souveraineté monétaire ne marche pas avec renforcement justement sur le plan militaire? Si, tout à fait. Les deux notions sont corrélatives. En fait, un État-nation a besoin d'une armée forte, c'est inévitable, et elle a aussi besoin d'être une puissance nucléaire. La plupart des pays africains pourraient devenir des puissances nucléaires, de par le fait qu'elles ont toutes les matières premières stratégiques du monde. Je prends par exemple le cobalt ou le tantal du Congo, entre autres, c'est la plupart, la majorité. Et on peut en prendre plein d'exemples. Il est aimé. Et en fait, il faut plusieurs choses. Il faut une armée forte. Il faut un gouvernement fort qui est appuyé par sa population et un gouvernement avec au maximum des dirigeants qui soient des dirigeants de conviction.
qui soient pas des opportunistes et qui militent et qui travaillent pour l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et il faut une puissance nucléaire. Parce que toutes ces notions sont des notions corrélatives, elles fonctionnent ensemble. Et sinon, admettons que vous ayez une armée, que vous soyez performant sur le terrain économique, et si vous n'êtes pas une puissance nucléaire, à un moment vous êtes menacé, comme par exemple l'Iran. Vous êtes menacé et à un moment vous êtes soumis à un moment aux autres puissances nucléaires qui elles, et puis ne serait-ce que donc force dissuasive, mais c'est aussi le nucléaire qui permet de créer de l'énergie. C'est d'abord une énergie, le nucléaire. Une énergie qui permet de produire de l'électricité, c'est une force motrice pour une nation. Donc il faut une armée, il faut devenir une puissance nucléaire, il faut un gouvernement qui ait des bases de conviction, qui soit doté d'une autorité morale et en dégageant au maximum les opportunistes. Et c'est pas évident, c'est pas évident. La France, elle a réussi à le faire après 1789 et après la grande révolution de 1789. Il y a eu la casse, malheureusement. Mais malheureusement, oui, effectivement, c'est possible, mais c'est possible. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Sœur Achille, que vous prônez l'union sacrée des peuples ou alors une véritable union des peuples, mais selon vous, est-ce que c'est pas un idéal? Est-ce qu'on pourrait pas voir en cela un idéal, puisque beaucoup de panafricanistes reviennent même sur cette question de solidarité africaine en soulignant même l'absence d'une réelle solidarité africaine? Oui, mais ça c'est parce que nous avons subi, n'est-ce pas, la domination occidentale et nous copions bêtement, n'est-ce pas, la culture occidentale qui est basée sur l'individualisme, le capitalisme et l'individualisme. Ce sont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'on est vraiment solidaire, même si naturellement on sait toujours, n'est-ce pas, que les dimanches ou bien les samedis, on va dans les réunions communautaires, on se retrouve là-bas, et puis on est content de retrouver la famille, etc., etc. Et puis la semaine, on repart pour le travail. Il y a cette solidarité qui existe, mais elle n'est pas, du moins, ce n'est pas sur le plan politique, sur le plan économique, véritablement comme on le souhaite, n'est-ce pas, en Afrique, parce que il y a toujours en arrière, dans la tête de nos leaders, qui sont la plupart du temps les vassaux de ces pays occidentaux, le fait que ça va menacer les intérêts de telle ou telle puissance, et donc il faut limiter, n'est-ce pas, ce genre de comportement. Bon. La solidarité africaine, elle est là. Elle fait partie de notre culture depuis des millénaires. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, n'est-ce pas, de nous. Quel que soit le lieu où les Africains se retrouvent, il y a toujours le besoin de se réunir, d'être solidaires. S'il y a un Africain qui meurt quelque part, et moi, je suis aux États-Unis depuis près de 30 ans, on a envoyé plusieurs personnes, n'est-ce pas, au Cameroun, qui étaient décédées parce qu'effectivement, c'est la solidarité. On ne peut pas laisser, n'est-ce pas, des gens qui arrivent ici par des moyens plus ou moins complexes et qui se retrouvent dans une situation et puis qui meurent. Et on les laisse là tranquillement comme si on était des Européens. Non, c'est quelque chose de naturel. C'est le besoin se fait sentir d'envoyer ce corps retrouver la famille, n'est-ce pas, de cette personne qui est décédée. Il y a la même chose pour les maladies également, n'est-ce pas? Il y a des solidarités qui se passent, la solidarité qui existe quand les gens sont gravement malades. La plupart du temps, on annonce cela et puis on essaie de faire ce qu'on peut faire pour, n'est-ce pas, trouver des solutions pour sortir cette personne d'une situation difficile. Mais moi je pense que lorsqu'on va retrouver nos valeurs, parce que nous sommes vraiment dans une situation où on est entre la vie occidentale, la culture occidentale, la culture africaine, la culture asiatique, la culture de plusieurs pays. On est vraiment dans un carrefour de cultures. Et la nôtre se sent diluée, n'est-ce pas, dans cet espace mondial aujourd'hui où tout le monde nous influence à travers les médias, à travers le cinéma, à travers, n'est-ce pas, les cultures, n'est-ce pas, toutes sortes n'est-ce pas, de valeurs qui nous sont étrangères. Ça crée beaucoup de confusion dans la tête de nos peuples. Et c'est pour cela que se retrouver, comme je dis en anglais, c'est-à-dire que se retrouver entre nous est une condition pour pouvoir
n'est-ce pas, nous remettre à notre culture, nous réévaluer notre position actuelle et décider donc enfin de pouvoir choisir notre meilleure façon de nous exprimer à travers le monde. C'est pour ça que vous avez des pays, vous voyez tous ces sommets, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique, je ne sais pas, Iran, Afrique, je ne sais pas si c'est Grèce, Afrique, demain ce sera peut-être Porto Rico, Afrique. Dans n'importe quel petit pays, petit espace dans le monde peut inviter 54 présidents pour venir s'asseoir autour de la table, autour de lui. C'est quoi cette histoire? C'est parce qu'on est perdu, on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on va. On n'est pas unis, on n'a pas de projet commun, parce qu'on est tiraillé par plusieurs intérêts. Vous voyez, il y a des intérêts américains ici, les intérêts français là-bas, les intérêts asiatiques, chinois, les intérêts russes. On est tiraillé tout le temps. C'est difficile de concilier tout ça. Et plusieurs petits pays, n'est-ce pas, tiraillés comme ça, à la fin, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. Donc, il y a, n'est-ce pas, ce besoin, n'est-ce pas, de se retrouver et de se dire, mais qu'est-ce que nous voulons en termes de projet de développement pour l'Afrique? J'ai entendu parler d'une vision 2063, je pense, de l'Union africaine. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on met ça en exécution? Quelles sont les stratégies qui ont été établies pour pouvoir mettre ça en exécution? Comment on fait pour qu'une Union africaine qui est financée par l'Union européenne, n'est-ce pas, puisse poser des actes qui vont être contraires aux intérêts de l'Union européenne qui finance? Comment ça peut se passer? Est-ce que c'est possible? N'est-ce pas? Alors, il faut déjà qu'on se finance nous-mêmes, n'est-ce pas, dans cette Union africaine-là, pour pouvoir donc mettre, n'est-ce pas, des programmes ou bien des visions de ce type et pouvoir exécuter de façon que ça puisse être, n'est-ce pas, réaliste. Alors, donc honnêtement, je pense que le fait que nous ne sommes pas unis aujourd'hui, ça découle du fait que nous sommes tiraillés par plusieurs intérêts mondiaux aujourd'hui, notamment avec, n'est-ce pas, la multipolarité qui a été créée. Les Américains ne veulent pas lâcher du morceau, les Français ne veulent pas lâcher du morceau, les Russes nous tirent par ici, les Chinois nous tirent par là. Donc, on veut manger un peu partout, on a peur de perdre une partie et puis de se sentir seul, etc. Bref, il y a beaucoup d'intérêts contradictoires qui font que nous ne sommes pas solidaires parce qu'effectivement, on essaie de satisfaire tout ce monde-là. C'est une gymnastique qu'on nous fait faire. Alors qu'eux, ils n'ont pas eu ce problème quand ils se développaient. Ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, entre pays européens, ils ont décidé, ils ont colonisé l'Afrique pour trouver des matières premières. Ils ont tous fait ça ensemble. Ils ont mis sur pied les industries dans lesquelles ils se sont respectés en termes de compétition. N'est-ce pas? Ils travaillent ensemble, ils évoluent. Mais quand nous, on veut faire pareil, ils ne permettent pas qu'on le fasse. Parce que ça va concurrencer, n'est-ce pas, leur hégémonie, ça va concurrencer leurs entreprises, n'est-ce pas, leur économie, etc. Alors, nous devons donc faire quoi? Et faire des solutions. La solution, c'est de se retrouver ensemble. N'est-ce pas, de sortir de ces carcans de l'Union africaine, n'est-ce pas, telle qu'elle existe aujourd'hui, de trouver les moyens de nous financer nous-mêmes dans les structures que nous pouvons contrôler complètement, et donc, à partir de là, mettre une vision ensemble et commencer à exécuter cette vision-là au fur et à mesure, et on verra que d'ici quelques années, beaucoup de choses vont changer. Mais je continue à penser que l'AES peut être, n'est-ce pas, cet espace, ce noyau, n'est-ce pas, qui peut nous permettre de nous sortir, n'est-ce pas, de cette situation-là. Bon, maintenant, l'avenir nous dira, et en tout cas, j'espère vivre suffisamment longtemps pour pouvoir voir, n'est-ce pas, cette Union africaine, n'est-ce pas, débarrassée, n'est-ce pas, de l'Union européenne, des financements de l'Union européenne, n'est-ce pas, de l'USA, n'est-ce pas, des États-Unis, ou alors des pays comme la Chine. Non, nous devons nous financer nous-mêmes, nous avons les ressources naturelles, nous avons les capacités intellectuelles, nous avons les ressources humaines qui peuvent nous permettre de créer des industries, n'est-ce pas, de créer de la valeur ajoutée de façon illimitée, et donc d'accumuler de la richesse, n'est-ce pas, comme jadis, n'est-ce pas, dans les années, dans l'Égypte antique et les années de domination, n'est-ce pas, les siècles de domination, n'est-ce pas, du continent africain sur le monde entier. Vous vivrez encore très longtemps et vous serez un témoin justement du futur qui s'annoncera, voilà, très beau. Il faut le souligner. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, nous sommes en train de refermer ce programme. La question
Également, est-ce que finalement une réelle solidarité africaine n'est-elle pas un prérequis à une union des peuples, hein, à une réelle union des peuples, si on peut le dire ainsi? Si, effectivement, c'est un prérequis nécessaire. Il faut que nos frères et sœurs africains cessent de se diviser entre eux. Il faut se diviser. Vous savez, moi ma petite fille, ma fille est une métisse, et je constatais, sa mère est d'origine ivoirienne, et en fait on constatait qu'en fait ils étaient divisés entre eux à cause de questions d'ethnie, à cause de questions de religion. Alors toi, t'es de l'ethnie ceci, toi t'es de l'ethnie cela. Oui, mais toi, franchement, ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ces genres de futilités. Je pense qu'il faut qu'on dépasse nos divisions à ce niveau-là. Et une fois qu'on a dépassé ce genre de division, parce qu'en fait, ce genre de division arrange bien les intérêts de nos exploiteurs, en fait. Hein. Parce que pendant que la population se divise et se tire dans les pattes pour des futilités, en réalité, parce que ce sont en réalité des futilités, nos exploiteurs en profitent. Vous savez, il y a une stratégie qui s'appelle... il y a un des livres, alors c'est monsieur qui a écrit, c'était un monsieur Chauvin, ça me semble. Bref, ça me reviendra. Mais qui met en avant la stratégie des 3D. La stratégie des 3D, que l'impérialisme connaît bien. C'est quoi la stratégie des 3D? Le premier D pour démoraliser, c'est-à-dire, dans un premier temps, ils ont besoin de démoraliser la population. Il faut lui casser le moral. Et il faut que les gens n'ont pas... Quand les gens n'ont pas le moral, ils sont en position de faiblesse. Le deuxième D, c'est la diversion. C'est-à-dire qu'en fait, l'impérialisme va utiliser l'émotionnel, notamment par les organes médiatiques. C'est ce qu'ils font en Occident. Hein. Ils utilisent l'émotionnel, pour capter l'émotion et l'orienter dans un sens politique. Et le troisième D, diviser. C'est la stratégie des 3D. Et à ce moment-là, le processus fonctionne, la population est divisée et nos exploiteurs gardent le contrôle sur nous. Et cette stratégie, la stratégie des 3D, est utilisée contre le peuple africain, en fait. Et donc, une fois qu'il sera uni, et effectivement uni et cette unité devrait pouvoir se cristalliser à l'intérieur des institutions dans lesquelles les populations, institutions qui devraient être contrôlées sous le contrôle des peuples, en tout cas contrôlées par des dirigeants, de véritables dirigeants panafricanistes qui seraient dotés de véritables convictions, pas des opportunistes ou des corrompus ou des collaborateurs, des véritables dirigeants de leur propre peuple. Et ensuite, à partir de là, la solidarité de tous les peuples peut être amorcée dans de bonnes conditions. Je ne pense pas que ce soit utopiste, ça s'est vu à travers l'histoire. Rappelons-nous, je terminerai par là, rappelons-nous, pendant la Covid-19, la solidarité internationale fonctionnait pour nos exploiteurs. Tous les gouvernements du monde, toutes les bourgeoisies du monde se sont solidarisées et elles ont été jusqu'à se coordonner quasiment à la minute, à l'heure près, pour pouvoir confiner tous les peuples. Pensez, est-ce que c'est rationnel de dire que les peuples pourraient se solidariser, que tous les exploités du monde puissent se solidariser, alors que nos exploiteurs se sont déjà solidarisés pendant la Covid-19? Donc nous voyons bien que c'est objectivement réalisable. Ça s'est fait pendant la Covid-19. C'est exactement la même chose. On fait exactement la même chose, mais sauf que là, ce serait plus les exploités à travers la Covid-19, ce serait plus les exploiteurs à travers la Covid-19, ce serait une unité de tous les exploités qui se libèrent de leur chaîne. De leur chaîne. Donc ce n'est clairement pas utopiste. Monsieur Dimi Dalédo, merci professeur Achille, et que c'est ici que nous mettons donc le point final à cette production de Face à l'actualité pour le compte donc de ce mardi 29 octobre 2024. Un mot de fin, pourquoi pas, professeur Achille? Oui, je voulais parler de l'ouvrage, on n'a pas l'opportunité de parler. Allez-y, professeur. Oui, je disais que c'était un ouvrage que j'ai sorti le 15 août dernier. Le titre, c'est De débutant à pro, entendu professionnel, e-commerce, évaluation d'entreprise.
Stratégie pour les vendeurs en ligne. Alors, c'est un livre, vous savez que je suis dans la haute finance et le travail que nous faisons, c'est également, entre autres, d'évaluer les entreprises pour pouvoir leur permettre de trouver la valeur de leur entreprise et donc diviser cela par le nombre d'actions que l'entreprise veut vendre. Alors, ça permet aux entreprises de pouvoir trouver des investisseurs qui peuvent venir investir, acheter des actions dans votre entreprise. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons. Mais ce livre a été produit et est concentré beaucoup plus pour ceux qui font du commerce en ligne, le e-commerce. Donc, mais ce qui est vrai pour l'e-commerce est vrai pour toutes les autres entreprises également. Ça, c'est mon deuxième ouvrage. Et je pense que, alors, ceux qui sont intéressés et qui font du e-commerce et qui aimeraient évaluer leur entreprise, n'est-ce pas, peuvent acheter cet ouvrage sur mon site www.washingtonvaluation.com. N'est-ce pas? Et à partir de là, ils peuvent acheter soit la version anglaise, soit la version française, ou alors les versions digitales en français ou en anglais. Donc, le site encore, c'est www.washingtonvaluation.com. Merci. Alors, quand vous parlez justement de Washington Valuation, il faut rappeler donc aux téléspectateurs que vous êtes le président, directeur général de la banque d'investissement des Washington Valuation Group. Et donc, pour tous ceux-là qui veulent se procurer cet ouvrage, c'est www.washingtonvaluation.com. Merci infiniment. Et à côté de ces casquettes-là, vous êtes banquier, expert en haute finance, écrivain, vous venez déjà de présenter votre ouvrage, mais aussi panafricanisme. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation de la télévision panafricaine, professeur Achilleke. Madame Capet, ça a été un plaisir. Je pense qu'on a passé 2 heures où nous avons débattu des sujets qui intéressent les Africains et non pas les intérêts qui distraient les Africains ou qui les divisent. Pas comme la théorie du 3D que mon copanéliste a mentionné tout à l'heure. Donc, merci infiniment pour l'invitation et j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois. Voilà. Bien sûr, ce souhait est partagé. Nous espérons que, voilà, à d'autres rendez-vous du savoir, vous serez des nôtres. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, analyste politique, merci infiniment d'avoir participé à ce programme. Un mot de fin pour refermer cette émission. Oui, juste une phrase. Thomas Sankara disait « Osez inventer l'avenir ». Voilà. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir également, un plaisir partagé, Monsieur Dimi Dalédo, analyste politique, on l'a souligné. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Votre fidélité nous honore. Merci de toujours vous abonner sur nos différentes plateformes digitales, de nous soutenir à travers vos appels, vos messages, mais également vos critiques, parce que ces critiques nous permettent donc d'avancer, de nous améliorer. Merci de faire confiance à la télévision panafricaine avec pour lutte pacifique et éveil considérable des consciences, libération totale de l'Afrique. À très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir.